Bonsoir à vous. Nous sommes le lundi 8 avril 2024 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et il est 23h21. Alors hier, ou avant-hier plus exactement, nous nous sommes quittés sur le récit que faisait Boris de son arrivée en France et de son arrivée au journal L'Aberration, où il avait été reçu par une charmante personne, adjointe au chef de la rédaction, au rédac-chef, qui s'appelait Mohan Silberstein et qu'on appelle More. Voilà. Aujourd'hui, je vais entamer le chapitre 5 qui s'appelle « Quand on veut, on peut ». Nous apprenons que hier soir, vers 22h30, les députés réunis en assemblée extraordinaire ont voté à une large majorité le principe du dépôt d'une motion de censure du gouvernement selon l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. Cette motion de censure sera soumise au vote lors d'une session parlementaire extraordinaire. J'étais encore couché quand cette nouvelle arriva à mes oreilles et me fit bondir hors du lit. Ainsi, ils avaient réussi, ou tout au moins le premier pas était fait. La motion de censure allait être votée, et en toute logique, vu l'état actuel de notre pays, il me paraissait impensable qu'elle ne passe pas et que le gouvernement ne soit pas renversé. J'appelai Patrick, le jeune militant PRU qui m'avait aidé la veille, et lui demandais s'il avait des informations sur les derniers événements. « Vous faites bien de m'appeler, dit-il. Le boss voudrait vous voir le plus rapidement possible. Êtes-vous disponible rapidement? Si oui, venez tout de suite au siège. » Je répondis que j'arrivais dès que possible et que je le rappellerais dès mon arrivée. J'étais très intrigué et m'interrogeais sur le but de cette demande. Comme j'habitais un petit appartement dans la cité Aubry, près du Père-Lachaise, je décidai d'aller à ce rendez-vous à pied par la rue de Charonne. À peine sorti de mon immeuble, arrivé rue de Bagnolet, je fus presque bloqué par une foule qui défilait devant moi. Je fus frappé par le nombre de drapeaux français, ainsi que des slogans qui avaient pour beaucoup une connotation plus patriotique. Pour une France souveraine, sortons de l'Union européenne, et aussi libérons la France avec Herrino, ou encore la guerre n'est jamais faite par ceux qui la décident. Je m'engageai dans cette foule sans de trop grandes difficultés du fait de ma grande taille et de ma corpulence, puis suivis le flot tranquillement dans la direction du siège du PRU. Chemin faisant, j'engageai la conversation avec un vieux monsieur qui pourtant se trottinait allègrement à mes côtés et qui par moments se mettait à crier « Frexit, Frexit, Frexit !» Je lui demandais « Êtes-vous du PRU ?» Je ne suis d'aucun parti, mais je suis pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et je soutiens tous ceux qui ont ces objectifs, que ce soit Rhino, Faligo, Durand-Tégon ou Charles-Henri Gérier. Ils finiront bien par s'entendre un jour. Ils ne peuvent pas être tous présidents de la République. Je pense qu'Arino, qui a créé son parti en 2007, serait légitime à être élu au poste suprême. Vous semblez drôlement bien informé. Ce n'est certainement pas la télévision qui vous permet un tel niveau d'information. Oh, vous savez, je suis retraité, mais pas débile. J'ai encore mon libre arbitre et l'esprit critique que l'on nous enseignait à mon époque. Voyez-vous, j'ai 88 ans et lorsque j'avais 17 ans, en 1953, on enseignait la philosophie et la notion de doute, sans laquelle la raison ne peut s'exprimer. Le doute est nécessaire au progrès, particulièrement à celui de la science. Et que voit-on aujourd'hui? Une science d'État
comme au temps de l'Union soviétique, et quasi la possibilité de la contredire dans la presse officielle. Nous en avons eu l'éclatante démonstration avec la crise du Covid. Nous avons enfreint toutes les règles en matière de santé publique. Et pour répondre à votre question, la télévision, il y a longtemps que je ne la regarde plus. Je m'informe sur les réseaux sociaux. Oui, même à mon âge, on peut le faire. J'ai même une chaîne YouTube où je poste mes vidéos. J'en ai plus de 40 depuis 2016. J'étais abasourdi et émerveillé que ce monsieur puisse à son âge être aussi bien informé qu'il soit capable de faire des vidéos et de les publier. J'avais la preuve que l'éducation bien comprise, une bonne formation de base, permettait à chacun de faire des choix éclairés, en pleine conscience, choix basés sur des analyses rationnelles de faits réels et avérés. Cette conversation m'avait tellement accaparé que j'ai failli rater le croisement avec la rue Bafroid. Je remerciais et félicitais mon compagnon de route qui me dit en souriant « Gardez confiance, jeune homme, et rappelez-vous que les choses sont rarement comme elles semblent être. » Je pris à droite vers le PRU en faisant un petit signe amical à cet homme qui m'avait montré que les gens ne sont pas tous si faciles à berner. Arrivé près du perron d'entrée, j'appelai Patrick pour lui signaler ma présence. Il fut là rapidement et nous montâmes les marches du grand escalier qui menait au premier étage où étaient les locaux du PRU-TV ainsi que les bureaux. Je fus introduit très vite dans le bureau de François Arinaud. « Ah, vous voilà, Boris. Vous avez fait vite. Je vous en remercie. Votre demande a aiguisé ma curiosité, monsieur. Je suis impatient de vous écouter. » Joignant les mains et me regardant fixement dans les yeux comme s'il voulait imprimer en moi ses paroles, il me raconta son histoire. Comme vous le savez sans doute, j'ai créé mon parti, le PRU, en 2007, 2 ans après le traité de Rome. J'avais été fait cocu par Pascal, qui m'avait fait travailler d'arrache-pied pendant presque une année en vue de sa candidature à l'élection présidentielle de 2007, alors qu'il savait pertinemment qu'il ne se présenterait pas. Cette expérience traumatisante m'avait décidé à m'éloigner de ce monde dans lequel je baignais depuis ma sortie de l'ENA, et j'étais convaincu que la solution était la sortie de l'Union européenne. J'ai donc créé ce parti et très vite j'ai été ostracisé, mis à l'index, invisibilisé. On appelle cela maintenant le shadow banning. C'est ainsi que depuis 2007, je prêche pour ainsi dire dans le désert. Toutefois, j'ai constaté un changement après le Brexit. Les Français ont commencé à s'interroger et à mettre en doute les mantras serinés par la presse officielle qui constituaient à dire sur l'ère des lampions que l'Union européenne c'était la paix, la prospérité, le plein emploi, enfin presque le paradis sur terre. Depuis le Covid et la guerre en Ukraine, les prises de conscience se sont accélérées. Mais il n'en demeure pas moins que pour tous les organes de presse officiels, ainsi que les chaînes TV, le PRU n'existe pas. Lorsque je vous ai vu hier dans le hall d'accueil et que vous êtes tombé dans mes bras, je me suis dit qu'un tel amour ne pouvait pas rester sans retour. Trêve de plaisanterie. Êtes-vous disponible actuellement? Pris un peu au dépourvu, je répondis, en fait, comme vous l'avez sans doute appris, je suis passé, comme vous, du statut de vedette à celui de pestiféré, depuis que j'ai commis le sacrilège de mettre en doute le bien fondé de la guerre en Ukraine, et surtout que j'ai exposé les raisons profondes de cette guerre. Ce que par ailleurs vous ne cessez de dire également dans vos vidéos. J'ai donc été forcé de faire des choix, et je suis maintenant en freelance. Actuellement, n'ayant pas de mission ni de but précis, je peux dire que je suis disponible.
Très bien, voilà ce que je vous propose. Vous serez mon correspondant de presse, mais un correspondant en quelque sorte clandestin. Je vous ai suivi de loin depuis notre premier entretien et votre mail de remerciement. J'ai vu votre CV qui est pour le moins remarquable. Vous parlez 4 langues couramment, vous êtes diplômé de l'université de Moscou et vous êtes maintenant naturalisé français depuis 2020. Vous professez à peu près les mêmes idées que les nôtres et surtout vous avez la rigueur et l'honnêteté du vrai journaliste, ce qui devient aujourd'hui une qualité exceptionnelle. Je voudrais que vous vous informiez dans les milieux parisiens, atlantistes, anglophones, que vous laissiez traîner vos oreilles un peu partout, en suggérant que vous désapprouvez les mouvements ainsi que les errements de ces derniers jours. Une sorte d'espion, en tout bien tout honneur. Bien entendu, si j'étais élu à la future élection présidentielle, je ne vous oublierai pas et vous proposerai un poste qui puisse nous être profitable, à l'un comme à l'autre. Ne voyez pas là une tentative de corruption. Je ne veux pas vous acheter. Vous êtes absolument libre de refuser. Je ne vous en voudrais pas, je le regretterais sérieusement, car je vous apprécie beaucoup. J'étais un peu estomaqué, par ce terme d'espion n'était guère à mon goût. Monsieur Reynaud, j'ai bien saisi l'importance que revêt pour vous la saisie d'informations sûres dans ce qui agite le microcosme politique. Vous avez raison quand vous dites que je partage la plupart de vos idées. Votre proposition m'intéresse, mais elle suscite pour moi encore quelques réserves. Je souhaiterais que vous m'accordiez quelques jours de réflexion. Cher Maurice, je comprends vos réserves. Je suis impatient de connaître votre réponse. J'espère qu'elle sera affirmative. Après avoir appelé Patrick, il me raccompagna jusqu'à la porte de son bureau et en me donnant une petite tape dans le dos, il me murmura « Je compte sur vous ». Nous étions le 27 février 2024 et il était 17 heures. Voilà pour ce 8e épisode de Quand la France s'éveillera. Je vous remercie de m'avoir écouté et à demain, j'espère.